C'est un mouvement qui a tué 27 000 personnes en 10 ans et qui continue à sévir au Nigeria, Niger, Cameroun et au Tchad. Boko Haram, qui veut dire l'école occidentale, est un péché. Pour la première fois, des ex-combattants témoignent des propos recueillis et compilé dans un livre, Voyage au cœur de Boko Haram, co-signé par Sédik Abba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain, vous êtes originaire de Difa, épicentre des activités de Boko Haram. Ce sont des témoignages rares que vous avez recueillis là, loin d'être faciles à obtenir, j'imagine. Comment s'est passée l'enquête ? En fait, nous avons fait un état de lieu de toute la littérature existante sur Boko Haram et nous nous sommes aperçus qu'il y a un segment manquant. C'est le récit de Boko Haram de l'intérieur. Non pas que les gens n'aient pas fait cette démarche, les chercheurs, les journalistes ont fait cette démarche, mais compte tenu de la nature du mouvement djihadiste, il était impossible d'avoir un regard extérieur. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et à partir de là, nous nous sommes dit, l'offre éditoriale que nous allons faire, et pour qu'elle ait une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà, c'était de profiter de cette opportunité du retour des anciens combattants de Boko Haram, recueillir leurs témoignages, leurs récits de l'extérieur. Et c'est ainsi que nous avons profité du programme Répartir contre pardon que l'État du Niger a lancé en décembre 2016 pour rencontrer les ex-combattants dans un centre qui leur est spécialement dédié, qui consiste à assurer une déradicalisation, une formation professionnelle et une réinsertion sociale de ces ex-combattants. Donc vous vous êtes rendu sur place à Gouda Maria, au Niger. Absolument. Voilà, qui a organisé ce premier centre de déradicalisation, comme vous l'avez dit, un programme qui marche visiblement. Absolument. Il faut dire que lorsque le gouvernement du Niger a lancé en décembre 2016 le programme, il ne s'attendait pas à un tel enthousiasme. Très tôt, les combattants ont commencé à venir et le petit centre de transit qui était à Difa, une petite villa, a été très vite débordé. Ensuite, on a ouvert une deuxième villa à côté qui a été débordée. Et du coup, cette idée de créer un centre spécifiquement dédié à Goudoumaria, qui est à 118 km environ de Difa, soit environ 1200 km au sud-est de Niamey. Et on connaît le nombre d'ex-combattants qui sont revenus Ah oui, bien sûr. Il y a centre. des statistiques très exactes, puisqu'il y a un protocole qui est mis. Lorsqu'un ex-combattant arrive, il est débriefé, il est identifié ensuite avant de rejoindre le centre. Donc au départ, il y avait environ un petit nombre d'une dizaine d'ex-combattants et puis on est passé facilement à 200, à 250 et à 280 ex-combattants. Au moment où nous avions fait notre enquête pour sortir cet ouvrage-là, il y avait 280 ex-combattants. Des mineurs également? Des mineurs, 55 mineurs, des femmes aussi et les nationalités, donc comme le mouvement est parti du Nigeria qui est son berceau, ensuite a gagné le Niger, le Cameroun et le Tchad. Donc on a trouvé de non-nigériens aussi dans ce centre-là, puisque la politique du gouvernement était d'accueillir les ex-combattants sans distinction de nationalité. Et à vous, les journalistes, ils se sont livrés facilement? Oui, il a fallu toute une stratégie, toute une approche. Et la garantie pour que les témoignages soient vraiment des témoignages sincères, c'était qu'ils se passent en l'absence de tout contrôle. À côté, il n'y avait pas, puisque le centre n'est pas une prison, mais il y a une surveillance pour éviter que les ex-combattants repartent ou pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Il y a toute une surveillance et nous avons obtenu quand même des autorités la possibilité de parler directement à ces ex-combattants sans témoignage. Et l'avantage, l'atout, puisque moi-même je suis originaire de Difa, c'est que je parle la même langue que les ex-combattants, le Kanuri et le Hausa, et les témoignages ont été recueillis dans ces deux langues nigériennes. Ensuite, on a traduit en français. Des ex-combattants de gré ou de force, hein, les profils, on le voit dans votre livre, sont très différents. Hein, Tout à fait. Et je pense que c'est ça aussi, c'est un des intérêts de cet ouvrage-là. A priori, on pense que les ex-combattants, en tout cas ceux qui combattent dans les rangs de Boko Haram, ont tous adhéré à son idéologie religieuse, qui consiste en un rejet de l'école occidentale. Lorsqu'ils parlent de l'école occidentale, ce n'est pas les murs seulement, c'est les valeurs pour eux que l'école occidentale véhicule. Et à tort ou à raison, ils imputent un certain nombre de travers de la gouvernance du Nigeria à cette école occidentale. Donc, en faisant ce travail-là, on s'est aperçu qu'il y a trois grandes catégories. Il y a ceux qui ont adhéré à l'idéologie religieuse parce qu'ils ont écouté un prêche de Boko Haram, ils ont trouvé les arguments séduisants et convaincants. Il y a ceux qui se sont retrouvés tout à fait par hasard, comme cette jeune fille dont nous parlons, qui revient du champ familial, qui croise les combattants de Boko Haram, qui est embrigadé par la force, ou ce tailleur aussi,
qu'ils ont trouvées dans un village et qu'ils ont dit, bon, puisque tu fais des retouches, tu vas venir continuer à faire les retouches dans les rangs de notre mouvement. Ou enfin, d'autres comme des enseignants qui sont partis par calcul en se disant que peut-être qu'il y a une opportunité de s'enrichir sur le plan matériel, de gagner de l'argent. Et donc, il y a ces 3 catégories de combattants que nous avons retrouvés dans les rangs de ces ex-combattants. Oui, vous parlez de cette fille âgée de 12 ans, hein, Baïno Madou Mani, qui revenait du champ familial, mariée de force dans les rangs de la secte. Elle a eu son premier enfant à 15 ans. Les filles et les femmes sont les cibles privilégiées pour être vendues comme esclaves. Comment expliquer que les lycéennes de Chibok ne soient pas toutes rendues? Tout à fait. C'est une question intéressante parce qu'on se souvient que le lycéen de Chibok ont fait quand même l'objet d'une mobilisation planétaire. Madame Obama, sur le plan international, il y a eu toute une mobilisation, mais on n'a jamais réussi à se retrouver. Je pense qu'à partir de ce travail, on a pu avoir des clés pour mieux décrypter, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Puisque les filles, quand elles ont été enlevées, celles qui ne sont pas encore musulmanes ont été converties, et puis elles ont été mariées de force ou revendues, et elles ont suivi leur nouveau mari au gré des affectations. Elles se sont retrouvées au Niger, elles se sont retrouvées au Tchad, elles se sont retrouvées au Cameroun. Et du coup, on n'a jamais réussi à les trouver. On ne sait pas aujourd'hui quelle est leur localisation géographique. Et c'est ça qui explique un peu pourquoi Boko Haram privilégie l'enlèvement des filles et des femmes, parce que après elles sont revendues, après elles sont parquées dans des endroits qui leur sont dédiés. Et puis aussi, il y a le travail d'embrigadement qui est fait, puisque ces femmes sont souvent envoyées comme kamikazes pour commettre des attentats suicides. Beaucoup de révélations dans ce livre. On leur fait croire que Boko Haram, c'est la porte d'entrée au paradis. On apprend aussi que lors des attaques de villages, les chefs sont les premiers à fuir quand les choses se passent mal. Ensuite vient la désillusion, l'enrichissement promis est un leurre. Ils subissent des exactions en interne, amputation. Boko Haram devient souvent un enfer pour eux. C'est là qu'ils tentent de s'enfuir. Comment expliquer qu'un phénomène local, hein, finalement, en 2002, est devenu la secte que nous connaissons aujourd'hui? Oui, quand Boko Haram a commencé en 2002, à Kanama, sur la frontière entre le Niger et le Nigeria, c'était un phénomène local. Mohamed Youssouf, le fondateur de la secte, avec quelques adeptes, se sont mis à faire du prosélytisme, ont recruté des gens. Jusqu'en 2009, c'était la phase 2007 à 2009, la phase de recrutement. Et puis, il y a eu le basculement à partir de 2009 parce que l'armée nigériane a fait une répression implacable, a commis des exactions qui ont fait que le mouvement a basculé dans la violence. Et toutes les personnes qui étaient un peu révoltées par les bavures qu'il y a eu aussi ont rejoint Boko Haram. À partir de 2015, puisque Boko Haram, en mars 2015, a fait allégeance à Al-Qaïda, est devenue la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, a eu une volonté de conquête territoriale. C'est exporté au Tchad, c'est exporté au Niger, c'est exporté au Cameroun. Et du coup, le phénomène qui était un phénomène local, une menace est devenue aujourd'hui une menace planétaire parce que Boko Haram a des connexions avec l'État islamique et peut-être envisage d'avoir un califat beaucoup plus grand. Mais on voit dans votre livre qu'il y a quand même une vie après Boko Haram. Il y a même des ex-combattants qui choisissent de rejoindre l'armée nationale pour combattre Boko Haram aujourd'hui. Voyage au cœur de Boko Haram, co-signé Sédik Abba. Merci beaucoup, Sédik.